Et yo les shinobi, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous savez tous les amis, en ayant lu le manga de Naruto et celui de Boruto, ou en ayant vu simplement les animés, vous savez tous que Naruto, à la fin de l'histoire, a notamment pu réaliser son rêve de devenir un Hokage en succédant à Kakashi. Et aujourd'hui vous savez également que Naruto a perdu tout ce qui faisait sa force un petit peu dans Kurama, et bien qu'il reste extrêmement puissant via le taijutsu, le senjutsu, la maîtrise du chakra et son expérience, il se pourrait bien que Naruto décède en tout cas dans la suite de Boruto, en voulant protéger son fils, Kawaki et le village. J'ai d'ailleurs prévu au passage de vous faire dans les prochains jours une vidéo complète sur les futurs successeurs de Naruto, ou pourquoi pas deviner ensemble les 8e, les 9e et pourquoi pas 10e Hokage. Vous pouvez d'ailleurs me dire d'avance si ça vous hype avec notamment un petit pouce bleu et me dire en commentaire si vous avez des idées pour le 8e, 9e et 10e Hokage. Mais pour cette vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je voulais principalement m'intéresser au cas de Sarada qui pourrait bien devenir Hokage à l'avenir dans Boruto. Vidéo, j'avais envie d'analyser avec vous pourquoi Sarada serait un super Hokage pour l'avenir et en quoi ce serait intéressant dans les valeurs du manga qu'elle le devienne. Bien entendu, je ne parle pas de Sarada qui devienne Hokage maintenant car elle n'a pas l'âge requise ni la puissance requise pour succéder à Naruto. Imaginons si celui-ci venait à mourir maintenant. Naruto devait mourir, il ira forcément à un autre Hokage qui sera donc le 8e, voire potentiellement un autre qui sera aussi le 9e juste derrière, le temps à la nouvelle génération de Boruto, Sarada, Kawaki, Mitsuki, etc. de prendre de l'expérience, de grandir et bien évidemment de vieillir un petit peu. Tout ça bien entendu pour que la nouvelle génération s'aguerrisse et devienne pourquoi pas plus forte que l'ancienne génération. Mais avant de continuer la vidéo les amis, je voulais d'abord vous dire qu'elle est sponsorisée par l'entreprise Topi Games qui m'a notamment envoyé ce magnifique jeu de société Naruto Shippuden. Dans ce jeu de société Naruto Shippuden, jouable de 2 à 6 joueurs, vous devrez rejoindre l'alliance Shinobi ou la Katsuki pour des combats sans merci. Le jeu se déroulera sur 9 tours différents, sachant que plus les tours passent dans le jeu, plus il y aura de dangereux ninjas qui vont rentrer dans la partie de chaque côté, exactement comme dans la fameuse grande guerre des shinobi. Le but du jeu est de remporter le plus de combats possibles qui se dérouleront à chaque tour, remplir aussi le plus de missions par rapport à l'adversaire, et récupérer surtout le plus d'expérience pour départager les vainqueurs à la fin. Vous pourrez y trouver 26 cartes de personnages emblématiques, 410 cartes de techniques personnalisées pour attaquer et vous défendre, 30 cartes renforts pour obtenir de l'aide en cas de mission difficile, 30 cartes de mission à difficulté variée de D à S pour guider la partie à travers des combats épiques à travers l'histoire et vous faire progresser. Sans oublier bien sûr plus de 20 missions secrètes et personnelles pour renverser la partie. Chaque carte personnage et carte en général possèdent leur propre utilité et surtout leurs propres aptitudes à utiliser à bon escient comme les PV, les chakras et techniques spéciales. Et bien entendu, les combinaisons de cartes les plus astucieuses prendront le dessus sur celles les moins organisées de l'adversaire. D'ailleurs, les combats sont organisés en différents rounds afin de diversifier les combos et de baisser les PV des cartes adverses au maximum. La stratégie de jouer chaque carte au bon moment tout en remplissant les missions pour saboter l'adversaire, tous les coups sont permis dans le monde des shinobi. A vous de bluffer et de redoubler d'ingéniosité pour prendre le dessus sur tous les ennemis. Gagner un maximum de combats et de missions vous rendra bien sûr bien plus fort avant les duels finaux où les plus puissants pourront s'affronter. Et bien entendu, un seul camp sera l'unique vainqueur à la fin du jeu, donc c'est à vous de jouer. Mis à part le fait que Tobirama se retournera sûrement dans sa tombe si un Uchiwa devient Hokage un jour, cela aurait surtout plusieurs significations intéressantes pour le manga. On sait tous que dans l'histoire de Konoha, aucun Uchiwa n'a réussi à se hisser au sommet de la hiérarchie. Non pas parce qu'ils n'en avaient pas forcément le niveau, mais plutôt parce qu'ils ont été écartés du pouvoir et surtout marginalisés au sein même de Konoha par les anciens dirigeants. Au départ, Hashirama et le clan Senju se sont alliés aux Uchiwa de Madara pour construire Konoha tous ensemble et surtout cesser de se battre entre eux. Ils ont ensuite attiré différents clans amis pour diversifier le village en termes de capacité et de potentiel et le rendre surtout plus imposant face aux autres villages cachés qui se construisaient petit à petit avec cette fois-ci aujourd'hui une culture ninja forte et ancrée. A l'époque, Madara n'avait pas été élu Hokage face à un Hashirama plus charismatique et plus sympathique selon les villageois. Il n'a bien sûr pas supporté cet affront et d'autres soucis qui ont entraîné par la suite leur affrontement final et la fausse mort de Madara. Tobirama a ensuite pris la succession de son frère qui est décédé et il a notamment créé différentes structures comme l'académie, l'Anbu, l'examen Chunin et aussi la police de Konoha. Celle-ci est représentée par les Uchiwa comme un soi-disant gage de confiance de Tobirama envers le clan Uchiwa qu'il détestait profondément. Mais comme vous l'avez compris, ça avait surtout un but de marginaliser les Uchiwa au sein de Konoha en déplaçant leurs habitations dans un quartier plutôt spécifique. Sarutobi a ensuite essayé d'améliorer les choses même s'il n'a pas forcément fait tous les efforts pour, et Minato encore plus par la suite qui a essayé en tout cas d'arranger les choses avec les Uchiwa car il ne comprenait pas cette marginalisation. Il était également un rival de Fugaku, le père de Sasuke, avec qui il entretenait plus ou moins de bonnes relations. Avec quand même un destin plutôt bien fait si on peut dire ça comme ça, quand on connaît ensuite forcément l'histoire de leurs enfants.
Fugaku est certes très peu connu des fans du manga en général car il a été très peu développé dans le manga ou l'anime par l'auteur, mais il était extrêmement puissant avec son Mangekyou Sharingan, son intelligence et son expérience, qui faisait de lui à l'époque un candidat remarquable et surtout extrêmement crédible avec Minato pour pourquoi pas devenir le 4e Hokage ou le 5e si Minato venait à mourir. Si on veut parler rapidement du cas d'Itachi, si celui-ci n'avait pas mal tourné ou du moins s'il n'avait pas décidé de se sacrifier pour le village en massacrant son clan puis en quittant Konoha, et du moins si le coup d'état des Uchiwa n'avait jamais été prévu par Fugaku et le reste du clan, il se peut qu'Itachi, avec son potentiel et tout ce qu'il représentait à l'époque pour le clan Uchiwa et aussi pour Konoha, il aurait aussi pu devenir pourquoi pas un Hokage intéressant. Au niveau de la sagesse, sa puissance, son expérience de la vie et surtout le fait qu'il soit un des rares Uchiwa proches des Hokage, en intégrant bien sûr l'Anbu et l'organisation du village, qui pourtant l'Anbu est une élite qui surveille justement de près les Uchiwa, et bien tout cela le rendait extrêmement crédible à l'avenir comme un candidat potentiel comme son père en tant que Hokage. Quand Naruto est devenu Hokage, il était le plus fort des ninjas au monde avec Sasuke. Leur puissance était absolument inégalée dans le monde des ninjas, digne justement d'être Hokage. Naruto a accompli son rêve et Sasuke préférait vivre un petit peu en dehors du village, tout en continuant justement d'œuvrer à le protéger dans l'ombre. Par contre, si Naruto venait à mourir un jour, il est clair que le plus fort d'entre eux à même de lui succéder serait Sasuke. Bien qu'en termes de caractère, il soit bien moins gentil, bien moins avenant et tolérant qu'un Naruto. Mais pour une question de prestige et de charisme et de puissance, il est clair que Sasuke serait le plus à même de diriger le village et pourquoi pas de dissuader les forces ennemies. Donc avec toute la rétrospective que l'on vient de faire sur l'histoire de Konoha, sur les Hokage, les différents successeurs, etc. et le parallèle qui a été fait aussi avec les Uchiwa présents à chaque successeur, on comprend que même si certains Uchiwa étaient plus ou moins importants dans le village et avaient notamment la puissance nécessaire, ils avaient parfois moins d'importance au sein du village que leurs concurrents qui, eux, sont devenus les Hokage et les successeurs des Senju, etc. Ils n'avaient pas aussi forcément l'ambition d'atteindre une telle place, ou alors ils n'avaient pas forcément la situation nécessaire qui rendait impossible leur accès au poste de Hokage. Et historiquement, les Senju et leurs successeurs se trouvaient systématiquement dans leurs équipes, du moins de Hashirama à son petit frère Tobirama, à leurs disciples ensuite Hiruzen Sarutobi, puis Tsunade qui était dans l'équipe de Hiruzen même si Jiraiya à ce moment-là avait quand même bien plus l'étoffe d'être un Hokage, puis Minato qui était notamment un héritier de la volonté de Sarutobi et qui était présent dans l'équipe de Jiraiya, puis Kakashi le disciple de Minato, puis ensuite pour finir sur Naruto, tout cela bien entendu ont bien plus brillé que les Uchiwa à ce niveau-là. Et il est vrai que historiquement, dans l'histoire de Konoha et de Naruto en général, le pistonnage a fait bien plus la différence que les préjugés. Donc les Senju et leurs successeurs et du moins les élèves des Senju etc. de la volonté du feu ont toujours eu plus d'importance par le piston que les Uchiwa qui étaient victimes de préjugés. Konohamaru qui est donc le petit-fils de Sarutobi et le digne héritier entre guillemets de Naruto sera sûrement amené un jour à devenir Hokage par la suite après Naruto. Même si actuellement dans Boruto, il ne montre pas forcément un signe de puissance impressionnant et qu'on ne le voit pas forcément avec une force incroyable, ni le charisme nécessaire, ni l'expérience nécessaire pour prendre la suite de Naruto dans Boruto. Sa disciple Sarada actuellement est très forte et sûrement l'une des meilleures shinobi kunoichi de la nouvelle génération, mais elle est pour l'instant beaucoup trop jeune et il est clair qu'avec une ellipse de temps assez importante et une fois adulte, elle sera clairement redoutable et pourquoi pas digne de ce statut. Et comme il était nécessaire pour moi de faire une bonne rétrospective, de vous expliquer quand même certains points avant d'arriver aujourd'hui au point d'analyse de Sarada Uchiwa qui devient Hokage, cela romprait totalement la tradition de l'histoire de Konoha et mettrait bien sûr enfin le clan maudit du manga sur le devant de la scène. Ou du moins sur le bon côté de la scène si tu préfères. Preuve que les choses, notamment à Konoha, ont définitivement changé et qu'aucun clan ne sera mis en retrait à partir de maintenant. Même si avec Naruto c'était déjà plus ou moins le cas, car plus personne n'était marginalisé et tout le monde est uni pour la même cause. C'est aussi la preuve que les histoires entre Senju et Uchiwa et leurs héritages est définitivement enterré, que les réincarnations de Indra et Ashura ont rempli leur rôle et qu'à présent un nouveau cycle de paix totale peut commencer. Sarada serait également la deuxième femme Hokage de l'histoire et sachant que sa mère était la disciple de Tsunade, cela ferait bien sûr un lien intéressant et d'elle une succession idéale car à l'avenir elle peut devenir un shinobi ou plutôt une konoichi totale. En mélangeant pourquoi pas à l'avenir le pouvoir du sceau que Tsunade et sa mère maîtrisent à son possible futur Mangekyou Sharingan et ses jutsu, Sarada serait quasiment invincible à son summum. Niveau puissance, elle fera clairement partie des plus puissants ninjas de sa génération voire de l'histoire du monde des shinobi avec une sagesse rarement égalée. Mitsuki étant une création d'Orochimaru et Boruto un shinobi n'ayant pas forcément la capacité de fédérer un village, ils se tiendront tous les deux à ses côtés pour l'aider mais pas pour lui piquer sa place. Sarada est en plus la première Uchiwa de l'histoire à avoir décrété dès l'enfance et d'elle-même vouloir devenir Hokage et ça c'est primordial comme information. Contrairement à Boruto qui ne veut pas suivre les traces de son père mais son propre destin et celui-ci s'identifie davantage à Sasuke. Cela montre aussi à quel point la notion de destin et destinée a agi dans l'histoire de Naruto jusqu'à l'ultime affrontement entre Naruto et Sasuke, les dernières réincarnations de Indra et Ashura, jusqu'à briser le cycle à leur niveau. L'histoire de Boruto représente un nouveau cycle, là où le destin bascule dans une autre dimension. Boruto s'identifie davantage à Sasuke et Sarada à Naruto. Un descendant de la volonté des Senju qui va s'identifier à un Uchiwa,
et inversement une Uchiwa qui va s'identifier à Naruto, héritier de la volonté des Senju et du feu. Tout ça, c'est du jamais vu. En gros, un véritable symbole de renouveau total. En plus, ce n'est peut-être qu'un détail, mais Sarada est une des seules Uchiwa à être née d'un seul parent Uchiwa et non deux. Ce qui montre aussi que la volonté du feu et l'histoire du village est totalement ancrée en elle, de chaque côté et chaque partie de son sang. Que ce soit en charisme futur, expérience, héritage, valeur, puissance et morale, Sarada Uchiwa Hokage s'est pour ma part entièrement validé afin que le clan maudit finisse enfin par s'apaiser et s'intégrer.